Il y a des matins où l'air lui-même semble chargé d'une électricité particulière, comme si le ciel retenait son souffle avant de laisser tomber quelque chose de lourd. Ce matin-là, c'était un mercredi, et Thorvald était assis à la table de la cuisine, avec cette posture qu'il adoptait quand il avait décidé quelque chose sans me consulter, les coudes bien plantés sur le bois, les mains jointes comme un homme qui s'apprête à réciter une prière qu'il a répétée 100 fois dans sa tête. Je versais le café. Ce détail me revient toujours avec une précision troublante. La vapeur qui montait du pot en céramique grise, l'odeur de la mouture brésilienne que j'achetais chez Elzéar, ce petit torréfacteur de la rue Faidherbe que Thorvald méprisait parce qu'il trouvait ça prétentieux. Je versais le café et je savais déjà. Pas les mots exacts, mais la forme générale de ce qui s'en venait. Après 9 ans de mariage, on apprend à lire les silences d'un homme comme on lit le ciel avant l'orage. Ondine, il faut qu'on parle de Séraphèle. Séraphèle, sa sœur cadette, 26 ans, célibataire, incapable de finir quoi que ce soit, ni ses études de design graphique, ni sa phase de poterie, ni sa relation avec le fils du notaire de Châtellus-le-Marchais. Une femme que j'aimais sincèrement autrefois, quand on se voyait 2 fois l'an aux fêtes de famille et qu'elle arrivait avec des bouteilles de vin orange et des anecdotes catastrophiques qui nous faisaient rire jusqu'à l'extinction des voix. Mais la Séraphèle des repas de famille et la Séraphèle sous mon toit, c'était, j'allais l'apprendre à mes dépens, 2 créatures entièrement distinctes. Elle a besoin d'un endroit stable pendant son stage, a repris Thorvald sans lever les yeux de la table. 6 mois. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir ici. Il avait dit « je lui ai dit », pas « j'ai pensé à », pas « qu'est-ce que tu en penses ». Il avait dit « décision prise, annonce faite, affaire réglée ». Comme si notre appartement était son territoire à lui, comme si j'étais une variable mineure dans l'équation de sa vie familiale. « Et pour la chambre d'amis, a-t-il continué, je pensais que tu pourrais, tu sais, préparer les choses, t'en occuper un peu. T'en occuper un peu. Cette formulation. J'ai posé le pot de café, lentement, parce que si je l'avais posé à la vitesse à laquelle mes émotions se déplaçaient en ce moment, il aurait atterri à travers la fenêtre. T'en occuper, c'est-à-dire ? Il a haussé les épaules avec cette désinvolture particulière des hommes qui savent très bien ce qu'ils veulent dire, mais préfèrent laisser la femme en face formuler la chose elle-même pour ne pas avoir à la réclamer explicitement. Elle travaille tard, son stage est exigeant. Elle aura besoin de repas corrects, d'un environnement propre. Tu travailles de chez toi, non ? Tu as cette flexibilité. Cette flexibilité. Comme si mon travail de traductrice indépendante, les contrats arrachés un par un, les nuits à rendre des textes techniques en 3 langues, les clients en Corée et à Vancouver dont les fuseaux horaires s'additionnaient comme des malédictions, comme si tout ça était une espèce de loisir confortable que je m'octroyais par caprice. Je n'ai rien dit. C'est là que tout a commencé, dans ce silence que j'ai choisi comme on choisit une arme. Séraphèle est arrivée un vendredi soir, avec 4 valises, un diffuseur d'huiles essentielles et une liste mentale d'attentes que j'ai commencé à percevoir dès le premier week-end. Elle avait un régime particulier. Plus de gluten depuis l'été de la révélation, comme elle l'appelait, et une sensibilité aux parfums synthétiques qui nécessitait que je change mes produits ménagers. Elle dormait tard et avait besoin de silence jusqu'à 10 heures. Elle recevait parfois des amis le soir, des gens que je ne connaissais pas, qui laissaient des traces de leur passage dans la cuisine avec la sérénité de gens accoutumés à ce que d'autres nettoient derrière eux. Thorvald, lui, s'épanouissait. Il aimait avoir sa petite sœur dans la maison. Le soir, ils regardaient des émissions ensemble, ils riaient, ils partageaient des références à une enfance commune dont j'étais évidemment exclue. Ils rentraient du bureau avec cette légèreté légèrement régressive qu'ont les gens quand leur famille d'origine réapparaît dans leur vie quotidienne, comme si l'horloge reculait, comme s'il avait soudainement 19 ans et que je n'existais pas encore. Moi, je traduisais, je cuisinais sans gluten, je changeais les draps,
Je remplaçais mon détergent au pain par une marque inodore à 22 € le bidon. Je souriais. Et je planifiais. La première semaine, j'ai ouvert un document sur mon ordinateur. Un simple fichier texte, sans titre apparent, noyé parmi mes autres dossiers de travail. J'y notais tout. Les demandes implicites, les petits commentaires de Séraphaël sur la façon dont ça sentait le renfermer dans le couloir, les regards de Thorvald quand un repas n'était pas exactement à température. J'y notais aussi les dates, les heures, les faits précis. Pas par hystérie, par méthode. Il y avait quelque chose de presque méditatif dans cette discipline. Je traduisais des contrats pétroliers en finnois et des notices médicales en portugais brésilien pendant la journée, et le soir, j'observais ma propre vie comme si j'en étais la chroniqueuse officielle. Détachée, lucide, patiente comme une plante carnivore. Thorvald m'avait dit, lors de notre deuxième conversation sur le sujet, parce qu'il y en avait eu une deuxième, plus directe, où il avait enfin dit les choses clairement, que sa famille était sa priorité et que je devrais faire preuve de maturité. Il avait utilisé ce mot, maturité, comme si résister à devenir la domestique bénévole de sa sœur adulte était une forme d'immaturité émotionnelle. « Tu n'as pas de famille ici », avait-il ajouté, presque avec compassion. « Tu ne comprends peut-être pas ce que ça représente, les liens fraternels. » Ma famille à moi vivait à Recife. Ma mère, mon frère Caetano, ma cousine Idoun qui m'envoyait des photos de ses enfants chaque dimanche. Ils étaient à 9 heures de vol. Et oui, dans cette phrase de Thorvald, il y avait quelque chose d'intentionnel, une façon de me rappeler mon isolement, mon statut de femme venue d'ailleurs, comme si ça diminuait la légitimité de mes besoins. J'ai souri. « Tu as raison, » j'ai dit, « je vais faire de mon mieux. » Il était soulagé. Les hommes qui ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent reconnaissent très bien la capitulation. Ils sont moins doués pour reconnaître sa contrefaçon. Le deuxième mois a apporté ses propres textures. Séraphaël avait commencé à inviter sa collègue de stage, une femme prénommée Brindis, à dîner le mercredi. Brindis avait des opinions très arrêtées sur l'alimentation et trouvait fascinant de me poser des questions sur le Brésil, avec cet intérêt légèrement condescendant des gens qui confondent curiosité et exotisation. Je répondais poliment. Je remplissais leur verre. Je débarrassais. Un soir, Séraphaël m'a demandé si je pouvais... « Tu pourrais juste », c'était toujours précédé de « tu pourrais juste », repasser ses chemises pour la semaine parce qu'elle avait une présentation importante et qu'elle était débordée. J'ai repassé ses chemises. Et dans la chaleur un peu âcre du fer à repasser, quelque chose s'est cristallisé en moi avec la clarté d'une résolution mathématique. Pas de la colère est chaude et bruyante et se dissipe. C'était plus froid que ça, plus précis. La certitude tranquille d'une femme qui sait exactement ce qu'elle va faire et qui n'a plus qu'à choisir le moment. J'avais passé ces semaines à constituer un dossier, pas métaphoriquement, littéralement. J'avais documenté mes heures, les heures consacrées aux tâches domestiques qui avaient doublé depuis l'arrivée de Séraphaël, le temps arraché à mes propres contrats, les clients que j'avais dû décliner parce que la charge cognitive de gérer un appartement pour 3 personnes dont 2 ne contribuaient en rien à son fonctionnement me laissait épuisée en fin de journée. J'avais fait les calculs, heure par heure, service par service. J'avais aussi eu de longues conversations téléphoniques avec Caetano, qui était juriste à Recife et qui connaissait suffisamment le droit français pour me guider dans certaines directions. Et j'avais rencontré, par 2 fois, une avocate prénommée Léocadie, une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes à monture dorée et une façon de parler des dossiers familiaux qui vous donnait l'impression qu'elle en avait vu l'intégralité de la bêtise humaine et qu'elle n'en était plus surprise par rien. Léocadie m'avait dit quelque chose qui était resté gravé. Dans ces situations, Ondine, le timing est tout. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, c'est quand vous le faites. Et devant qui ? Devant qui ? J'avais choisi la date, j'avais choisi le moment. Il me restait à choisir le décor. La fin du 4e mois a coïncidé avec l'anniversaire de Thorvald.
Il avait organisé un dîner, chez nous évidemment, parce qu'il aimait recevoir et qu'il savait que je gérerais tout. Avec ses parents, Rodmund et Clotaire. Oui, ses parents avaient ses prénoms. C'était une famille avec une longue tradition de prénoms qui déstabilisait. 2 couples d'amis proches, et bien sûr Séraphèle, qui avait pour l'occasion invité sa collègue Brindis en ajoutant « J'espère que c'est pas un problème » avec le ton de quelqu'un qui sait pertinemment que ce sera dit « non problème ». J'avais passé 2 jours à préparer ce dîner. Le menu était précis, ambitieux même. Une terrine de poisson fumé en entrée, un gigot d'agneau aux herbes sauvages récoltées au marché d'Aligre, une tarte aux agrumes et au miel de châtaignier pour le dessert. Tout sans gluten pour respecter Séraphèle. Tout préparé par mes mains, sur mon temps, dans ma cuisine. Le samedi soir, quand les invités ont commencé à arriver, j'étais habillée simplement. Une robe en lin bordeaux que j'avais achetée des années avant tout ça, dans une autre version de ma vie. Et j'étais calme d'une façon qui devait ressembler de l'extérieur à de la sérénité ordinaire. Rodmund m'a embrassée sur les 2 joues avec cette chaleur un peu performative des beaux-parents qui font des efforts. Clotaire m'a dit que l'appartement sentait bon. Les amis de Thorvald se sont installés avec la désinvolture des habitués. Et au moment précis où tout le monde était présent, tous les corps dans l'entrée, les manteaux encore sur les bras, cette seconde suspendue avant qu'on passe au salon, j'ai dit, très calmement, très clairement, « Avant qu'on s'installe, j'aimerais partager quelque chose avec vous. » Thorvald m'a regardé. Il y avait dans ses yeux une fraction de seconde de reconnaissance, ce pressentiment animal que quelque chose ne se passe pas selon le script prévu. Mais il ne pouvait pas encore nommer quoi. J'ai sorti les documents. Pas un dossier dramatique, pas une mise en scène. Juste plusieurs feuilles imprimées, agrafées soigneusement, que j'ai posées sur le meuble de l'entrée comme on pose un menu au restaurant. « Voilà ce que j'ai préparé », ai-je dit. Un résumé des 4 derniers mois. Le premier document était un relevé horaire. 142 heures de travail domestique supplémentaires depuis l'arrivée de Séraphèle, calculées conservativement. Courses spécifiques à son régime, préparation des repas, entretien de sa chambre, repassage. Oui, j'avais noté le repassage. Gestion des nuisances sonores nocturnes et leurs impacts sur mon propre sommeil et donc sur ma productivité professionnelle. Le deuxième document était une estimation financière. Mes tarifs horaires de traductrice, ce que je facture à mes clients, multipliés par ces 142 heures. Le chiffre était significatif. Il avait ce pouvoir particulier des chiffres réels. Il rendait l'abstrait concret. Il transformait l'invisible en quelque chose qu'on ne pouvait pas balayer d'un geste. Le troisième document était une lettre. Pas une lettre de rupture, du moins pas encore, pas ce soir. C'était une lettre adressée à Thorvald, rédigée avec l'aide de Léocadie, qui décrivait avec précision juridique ce que les 4 derniers mois représentaient dans le cadre de notre vie commune, et ce que j'envisageais si les choses ne changeaient pas de façon substantielle et documentée dans les 30 jours suivants. Le 4e document était une lettre à Séraphèle, douce mais sans ambiguïté. Elle y trouvait une liste de résidences étudiantes et de colocations disponibles dans l'arrondissement, avec les coordonnées des agences, des fourchettes de prix et une date. Dans 3 semaines, je lui suggérais de commencer ses visites. Il y avait un 5e document. C'était le plus court, une seule page. C'était une confirmation de rendez-vous, avec Léocadie, pour la semaine suivante, pour engager formellement la procédure que nous avions évoquée lors de nos rencontres précédentes. Le silence dans l'entrée avait une texture particulière. Pas le silence de la stupéfaction pure. Certains des visages présents comprenaient clairement ce qui se passait. Mais ce silence composite des moments où une réalité longtemps évitée fait soudainement irruption dans la pièce et prend toute la place. Rodmund a toussé. Brindis regardait ses chaussures. Les amis de Thorvald échangeaient des regards de gens qui réalisent qu'ils vont devoir choisir un camp
ou prétendre n'avoir rien vu. Thorvald n'avait pas bougé. Il tenait les feuilles du premier document, le relevé horaire, et il les lisait. Vraiment lisait, ligne par ligne. Et je regardais son visage traverser des étapes que je connaissais bien maintenant. L'incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait à de la colère, puis cette expression plus complexe et moins confortable que la colère, la reconnaissance. Le moment où un homme comprend non seulement ce qu'on lui présente, mais ce que ça dit de lui et de ce qu'il a choisi de ne pas voir. Il a posé les feuilles, il m'a regardé. On dîne. Je t'ai préparé un beau dîner, ai-je dit, pour ton anniversaire. Allons-y. On a dîné. Je sais que ça peut sembler improbable, que tout ce monde se soit assis autour d'une table après ça et ait mangé de la terrine de poisson et du gigot d'agneau, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Les êtres humains ont une capacité remarquable à remplir les silences inconfortables avec des gestes ordinaires. Les verres ont été remplis, les assiettes ont circulé. Quelqu'un a fait une remarque sur le vin. Moi, j'étais présente et absente à la fois. Je répondais quand on m'adressait la parole, je souriais au bon moment. Mais une partie de moi était déjà ailleurs, dans cet appartement de l'avenir que j'avais commencé à chercher discrètement depuis 3 semaines, un appartement dans le 11e que j'avais visité 2 fois avec une agence, un espace à moi, avec des fenêtres sur une cour intérieure plantée de vieux tilleuls. Séraphelle n'a pas terminé son assiette. Elle est sortie de table avant le dessert sous prétexte d'une migraine. Bryndis l'a suivie peu après. Les parents de Thorvald sont partis tôt. Hrodmund avec une pression inhabituellement longue de ma main dans les siennes, un geste qui contenait plus que ce qu'il pouvait dire. Quand le dernier invité a fermé la porte, Thorvald et moi nous sommes retrouvés dans la cuisine. Je rinçais les verres. Il était debout dans l'encadrement de la porte, les mains dans les poches. « Tu aurais pu me parler » il a dit finalement. « Je t'ai parlé. Tu m'as dit de faire preuve de maturité. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais, mais c'est ce que tu as dit. » Il y a eu un silence. Pas le silence de l'entrée, chargé de spectateurs et d'électricité. Un silence plus intime et donc plus honnête. « Le rendez-vous de la semaine prochaine, a-t-il commencé. Je le maintiendrai ou non selon ce qui se passe dans les prochains jours. Tu es sérieuse ? Ce n'était pas une question, c'était une constatation, l'arrivée tardive d'une évidence. J'ai toujours été sérieuse, Thorvald. Tu ne regardais pas. Je ne vais pas vous raconter que cette nuit-là a tout résolu. Les fins propres et nettes appartiennent aux fictions consolatrices, et ma vie n'en était pas une. Thorvald et moi avons eu des conversations difficiles dans les jours qui ont suivi. Des conversations réelles cette fois, sans esquive, sans les petites lâchetés rhétoriques qu'on accumule après des années de confort. Des conversations où il a dû regarder en face des choses sur lui-même qu'il préférait ne pas voir, et où moi j'ai dû articuler des douleurs que j'avais préféré taire plutôt que de risquer l'étiquette de femme difficile. Séraphelle a quitté l'appartement au bout de 19 jours. Pas dans le conflit, dans quelque chose de plus complexe que ça, une reconnaissance mutuelle et un peu douloureuse que nos relations se portent mieux à distance raisonnable. Elle m'a envoyé un message le soir de son déménagement, bref mais sincère. Je lui ai répondu. Le rendez-vous avec Léocadie a eu lieu, pas pour déclencher une procédure, pour avoir les outils en main si j'en avais besoin. C'est différent. Avoir les clés dans la poche, ce n'est pas la même chose que partir. Ce qui a vraiment changé, c'est plus subtil et plus difficile à raconter que des événements. C'est une reconfiguration. Thorvald a dû apprendre, vraiment apprendre, pas juste promettre, à me voir comme une égale dans notre espace commun, et pas comme un élément de confort du décor. Ça prend du temps. Ça prend des accrochages et des reculs, et des conversations qu'on ne veut pas avoir à 10h du soir quand on est fatigué. Mais ça se fait. Ce qui m'est resté de tout ça, c'est quelque chose que je n'aurais peut-être pas pu formuler avant.
le silence n'est pas toujours de la passivité. Parfois, le silence est la forme la plus patiente de l'action. J'avais choisi de me taire, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais que les mots lancés dans la précipitation de la colère n'auraient eu ni la même portée, ni la même précision que des faits documentés, posés devant témoins, au moment choisi par moi et par personne d'autre. Il avait cru que mon silence était de la résignation. Il avait confondu ma patience avec de l'absence. Et quand j'ai enfin parlé, pas crié, pas imploré, juste parlé avec la clarté des choses préparées et des décisions mûries, il a compris qu'il ne m'avait pas vu depuis longtemps, peut-être depuis le début. Je pense souvent à ce que ma mère me disait quand j'étais enfant, à Récifé, dans la cuisine qui donnait sur le jardin où poussait le manguier qu'elle avait planté l'année de ma naissance. Elle me disait « Ondine, l'eau qui ronge la pierre ne fait pas de bruit. C'est sa patience qui est sa force. » J'avais mis des années à comprendre ce qu'elle voulait dire. Il m'a fallu 142 heures de travail invisible et un dîner d'anniversaire pour que la leçon devienne charnelle, définitive, mienne. Je suis toujours dans cet appartement. Le tilleul de la cour en face continue de m'attendre, quelque part, peut-être pour une autre vie. Pour l'instant, je suis ici, et les choses ont une forme différente. Pas parfaite, pas résolue comme dans un conte, mais différente et plus honnête. Et c'est pour l'instant suffisant. Si cette histoire a résonné en vous, likez, partagez et abonnez-vous. Chaque récit ici est construit pour ceux qui savent que le silence peut être la plus puissante des réponses.